Bonjour à tous, bienvenue à Loin de Sans Foot. Olivier Brett, exceptionnellement en mode duo avec Sidney Fowell seulement parce que Jean Gounel est en grosse préparation. On est je veux dire quelques heures, quelques minutes avant la finale de la Coupe du monde des clubs de la FIFA qu'on présente sur les ondes de RDS. J'y serai aussi, mais vous comprendrez que quand tu es dans le duo de description, il y a de la préparation de dernière minute à faire. C'est le cas pour Jean qui va nous retrouver la semaine prochaine. Donc, Sid, mano à mano aujourd'hui, comment ça va? Ça va très bien, merci Oli. Bon, là, aujourd'hui, on va parler d'Olivier Renard qui a fait une de ses sorties auxquelles on commence à être habitué, qu'on commence à attendre avec impatience. C'est intéressant quand même de voir qu'il y a un an et demi, on graffinait pour qu'on nous donne des explications quand il y avait des moves faits par l'Impact. Là, c'est comme si on reste patient parce qu'on a confiance que tôt ou tard, Olivier Renard va sortir et nous offrir ses explications, ses mises à jour. Ça a été fait cette semaine, on va en parler. On va revenir sur ce qui se passe en Europe et répondre à encore plus de questions qu'à l'habitude aujourd'hui. Donc, Sid, si tu le permets, on va commencer avec notre segment à domicile. Tiens, je vais te lancer un ballon de plage pour commencer. Tu veux débuter par quoi avec les propos d'Olivier Renard? Alors tout d'abord, d'un point de vue complètement, philosophique, je te dirais que je suis content que le sportif reprenne sa place, dans l'actualité du CF Montréal. L'intervention d'Olivier Renard, ça nous a quand même, rappelé qu'il y a un club qui travaille et qui travaille bien, d'un point de vue de ses acquisitions et d'un point de vue aussi de la cohérence entre, ce qu'ils font et ce qu'ils disent. Donc j'ai trouvé ça très, très intéressant et pertinent. Après dans le détail, de nombreuses informations, je trouve que c'est un exercice qui est quand même, assez, transparent, de la part d'Olivier Renard, et qui fait passer, de plus en plus de messages, dans ses communications, comme il l'a fait, je pense c'était il y a mardi ou lundi si je m'abuse, et donc Mhm. voilà, donc j'ai trouvé ça un très, très bon exercice. Ouais, c'était lundi et tu parles de messages, le ou les messages qui t'ont le plus marqué, ce serait quoi? Alors, au niveau du profil des joueurs, c'est très volontaire qu'on a des profils. La jeunesse, c'est pas simplement, des joueurs, justement comme, pour le potentiel de revente. C'est aussi des joueurs qui, seraient, capables, d'assumer une saison, de 6 mois aux États-Unis, de pouvoir, qui ont peut-être moins d'attaches et pour lesquels, le poids mental, des contraintes qui sont celles de la pandémie, et des conséquences, hein, d'une délocalisation, serait sûrement moins grande, à gérer ou à assumer, pour ces profils de joueurs. Donc ça, j'ai trouvé ça très intéressant que, c'est des considérations et on voit en fait que, donc le mercato, 2020-2021, enfin les mercato Covid, prennent en considération voilà, des données, des paramètres auxquels, personnellement, je n'aurais jamais pensé. Ouais, là, ça là, je trouve que ce positionnement-là est franchement intéressant. D'abord, de voir qu'on n'a pas juste une manière d'opérer. Tu as tout à fait raison. En temps de COVID, on rentre quelque chose dans l'équation qui d'habitude, et c'est là où j'ai hâte de voir comment ça va, se dérouler sur la prochaine année et demie peut-être, c'est que des gars jeunes, célibataires, en temps de COVID, c'est le fun. Mais si la terrasse Bon Secours est ouverte à l'été 2022, ça commence à être moins le fun pas mal. Bon point, bon point. Non, mais On l'a vu aussi, de plus en plus de situations, dues aussi aux réseaux sociaux, enfin à la proximité qu'il y a avec le public. Effectivement, comme, aujourd'hui, c'est peut-être une solution qui est la bonne. On verra à l'été montréalais lorsqu'il, va battre son plein. ouais, c'est ça. Il y a pas juste l'impact qui est montréalais, il y a l'été qui est montréalais des fois aussi. Parce que c'est fascinant, Sid. Je parlais avec des collègues à la radio cette semaine, puis l'exemple qui m'est venu en tête, c'est Roy Keane qui disait qu'Alex Ferguson était sans cesse après lui en disant: «Case-toi, marie-toi, aie des enfants». L'objectif là-dedans, c'est d'aller chercher de la stabilité et de réduire les distractions en dehors du terrain pour avoir des gars qui sont en mode famille et plus concentrés sur leur travail. Là, c'est le contraire. Donc, ça va être intéressant de voir ce que ça donne pour la suite. Ceci dit, c'est pas des gars qu'on vient de signer pour 3 ans. Les 2 dont on parle en particulier, là, qu'on a vus sur la dernière semaine, c'est Ahmed Hamdi, qui a quoi? Il a 22 ans, 21 ans, lui? Puis Oui, Joaquin Torres ouais, en a 24. 24. Tu sais, ça, c'est des profils qui sont jeunes, oui, pas de famille, c'est vrai, mais qui sont juste sous contrat pour l'année 2021 avec des options d'achat pour l'an prochain. Donc, on n'est pas en train de prendre des décisions maintenant, un peu comme on l'avait fait avec Rudy Camacho dans l'urgence du aujourd'hui,
qui peuvent hypothéquer la suite. Donc ça, je trouve ça franchement intéressant. Je veux t'entendre maintenant, comment tu as interprété des commentaires d'Olivier Renard qui dit Bjorn Johnson, un gros attaquant, 6 pieds 5, né aux États-Unis, donc évidemment qui ne prend pas de place internationale, mais qui a eu une carrière intéressante un peu partout dans le monde, qui a bourlingué un peu. Mais d'entendre Olivier Renard dire je suis conscient que c'est pas le profil de joueur type de Thierry Henry, qui aime des gars qui ont le ballon au pied, qui sont peut-être un petit peu plus techniques, mais c'est le genre de gars qui peut nous aider. Tu interprètes ça comment dans la dynamique Renard-Thierry Henry, toi? Oui, je pense que d'un point de vue d'un directeur sportif et ça a été assez clair, c'est qu'il veut mettre, à disposition le maximum, de d'outils, si je puis dire, Mmh. pour l'entraîneur. Certain qu'il y a parfois des profils qui sont directement identifiés par l'entraîneur. Voici mon style de jeu. Donc par exemple, on peut penser que des gardiens qui ont, des qualités au pied sont très importantes pour Thierry Henry dans le cadre d'une relance courte. Des joueurs, très mobiles sur les côtés puisque on a vu souvent des systèmes qui utilisent ces pistons-là. Au niveau de l'attaquant, c'est vrai que je me suis posé la question. Donc pour Johnson, je me suis posé la question parce que la traduction que j'ai faite des propos de Renard, parce que malheureusement la question a été posée en anglais, je ne sais pas s'il a reparlé de ça en français ailleurs, mais c'est que au Mmh. niveau le profil d'attaquant, peut amener un style qui est celui pour les défenseurs de sauter des lignes, puisqu'on a un attaquant qui serait capable de au jeu de, pouvoir conserver le ballon. Donc et ça ne cadre pas forcément avec ce que veut faire Thierry Henry dans la façon de remonter un ballon dans son animation offensive. Donc je me suis demandé si le problème était en soi le joueur et je ne pense pas, parce qu'on a quand même mis les gros sous pour l'obtenir, ou bien les conséquences de ce type de joueur sur la façon de jouer. C'est vrai que à partir du moment où on a Boyan devant, on oublie complètement l'idée, de la part de Camacho qui a un jeu long intéressant, même de Binks. On oublie l'idée d'envoyer un long ballon. Il va jamais se Mmh. rendre. Avec un attaquant de 6 pieds 5, on est tenté de le faire beaucoup plus souvent, qu'autre chose. Donc, je pense que c'est plus là que ça pourrait poser, un souci. Maintenant, son rôle de numéro 9, c'est de marquer des buts, essentiellement, et je pense pas qu'il y a aucun coach qui est contre des attaquants qui marquent des buts. Donc, sur ça, je pense pas que ça posera un problème. Et tu sais quoi? Moi, ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est qu'à quelque part, oui, tu veux donner un maximum de joueurs avec un profil que ton coach apprécie, mais je dis n'importe quoi là. Tu as un club en Championship ou en Premier League qui offre une opportunité à Thierry Henry au mois de juillet. Ça se peut-tu que Thierry Henry la prenne? Tu sais, toi, tu as une responsabilité qui dépasse ton entraîneur quand tu es directeur sportif. Et là, moi, mon souhait, c'est que Thierry Henry reste là pendant des années, que ça fonctionne, qu'une MLS Cup débarque à Montréal, puis ce serait extraordinaire. Mais tu peux pas être dépendant de ça si tu es directeur sportif. Regarde ce que ça a donné des recrutements pour Rémi Garde exclusivement. Avant ça, c'était des recrutements pour Mauro Biello. Puis là, d'un à l'autre, ça change complètement parce que tu en as un qui veut attaquer, l'autre qui veut défendre, l'autre qui veut attaquer, puis tu te retrouves perdu dans tout ça. À l'époque, il n'y avait pas de directeur sportif, mais moi, j'aime voir Olivier Renard dire je comprends que ce n'est pas exactement ce que Thierry Henry cherche, mais moi, en tant que directeur sportif, dans un championnat où ces genres d'attaquants-là peuvent faire mal, je suis convaincu que c'est un atout important, surtout sachant que, moi, je reviens toujours, on veut centrer des ballons. Souviens-toi, à la fin de l'année dernière, là, on voulait mettre des ballons dans la surface. OK, mais pour qui? Et je pense que c'est là où on a une réponse intéressante avec Bjorn Johnson. Je veux t'entendre maintenant sur la. Oui, vas-y. J'ai c'est très intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que, j'ai eu le sentiment, d'un directeur sportif qui était, vraiment, on va dire en contrôle, mais ce que je veux dire, c'est je me suis vraiment dit que le prochain coach et effectivement comme toi, je souhaite que Thierry Henry, comme, puisse, faire, un bon bout de chemin, à Montréal. Mais je me suis vraiment dit que le prochain coach serait parfaitement aligné avec Olivier Renard et pas pour dire j'ai souvent souligné à l'émission que la synergie est bonne entre les 2 et c'est pas pour, Mhm. mais c'est que après la conférence de presse, j'ai vraiment eu ce sentiment-là. J'ai dit: «OK, le prochain, ce sera le choix d'Olivier Renard et là, on aura vraiment quelque chose de complètement, voilà, un synchronisme entre les profils des joueurs, le profil de coaching et ce type de commentaire-là, comme, finalement, on l'aura plus parce que, le binôme, voilà, fonctionne enfin, sera sur une même longueur d'onde et c'est pas un knock sur Thierry Henry ou sur la qualité, genre, comme du partenariat qu'il y a entre les 2. C'est pas du tout ça, mais il m'a donné l'impression d'être là plus longtemps que Thierry Henry.
lorsqu'il a parlé, et c'est ça qu'on veut d'un directeur sportif. C'est lui qui est finalement le garant de cette forme d'identité, à un plus haut niveau, et après il y a le coach qui, avec son style, va, amener ça pour que ça soit une formule gagnante. Oui, puis il faut pas oublier, je suis tout à fait d'accord avec toi, là, tu fais la précision, mais je pense qu'on peut arrêter de la faire. Les gens vont comprendre qu'on n'est pas en train de dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec Thierry Henry, Olivier. C'est pas du tout ça qu'on dit. C'est juste que les 2 ont des responsabilités qui ont des lignes du temps, à mon sens, bien différentes. Thierry Henry, c'est demain Tout à matin, fait. c'est la fin de la saison, c'est peut-être l'an prochain. D'ailleurs, il faudrait poser la question à un moment donné, l'option là, pour le contrat de Thierry Henry, ça s'enclenche quand ça? Souviens-toi, c'est au mois de mai pour Rémi Garde à sa dernière année de contrat. Ça va être intéressant à surveiller. Mais moi, ce que je vois aussi, c'est une équipe qui s'installe pour que tu ne sois pas obligé d'aller chercher la prochaine fois un sauveur à la Rémi Garde ou Thierry Henry qui coûte, on ne sait pas pour Thierry Henry, mais qui peut te coûter des millions. Tu es peut-être capable d'aller chercher quelqu'un qui est un profil plus modeste, mais qui cadre avec ce que tu veux faire parce que ton équipe va être plus équilibrée puis plus facile à mettre en marche sur le terrain rapidement. Alors que ce qu'on a fait, c'est qu'on a dépensé, on a claqué des millions sur Rémi Garde, c'était correct, mais là, fallait que tu commences un cycle. Tu n'es pas arrivé au bout de ce cycle-là, tu l'as congédié. Tu claques encore une grosse somme d'argent sur Thierry Henry, ça fait un gros coup marketing, parfait. De toute façon, on savait qu'on s'en venait avec un nouveau brand aussi, mais là, ce que j'aime, c'est que sur le plancher des vaches, tu as une équipe qui va être plus facile à gérer, qui ne sera pas constamment en construction. Et ça, je pense que c'est tout à l'honneur de Thierry Henry en partie, parce qu'il joue un rôle là-dedans, mais de Mmh. surtout celui d'Olivier Renard. Le début de saison maintenant, on a appris cette semaine que ça va être repoussé quelque peu, camp d'entraînement qui ne va pas commencer le 22 février, mais qui va plutôt commencer au mois de mars. D'abord, est-ce que c'est quelque chose que tu attendais? Puis, quel genre de répercussions tu vois ça avoir sur la saison? Non, c'est pas du tout quelque chose que j'attendais, je pensais pas, dans le fond, je pensais pas que si la résolution, du conflit, bon, de ouais, du conflit, entre la ligue, et l'association des joueurs, s'il y avait une résolution aussi rapide, je pensais pas que ça aurait eu comme conséquence de repousser, la saison. On a quand même, je pense que ça s'est fait, entre nos 2 émissions. J'étais extrêmement surpris de voir que l'entente va jusqu'en 2027. Oui, il y a quand même pas mal de bonifications qui sont mis, que ce soit sur le plafond salarial, que ce soit sur les général allocation de money aussi. Il y a Mhm, beaucoup de On a quand même donné beaucoup plus de latitude, et aux propriétaires et aux joueurs. Donc j'ai trouvé ça, intéressant, mais je suis surpris de la durée de l'entente. Maintenant, le 2 semaines, hem, fait en sorte que, avec l'Euro, notamment, Hem, c ça complique vraiment, selon moi, la saison. Puis on l'a vu à l'automne passé, les matchs s'enchaînent, se bousculent. Il y a quand même, l'US Open Cup aussi du côté américain. Il y aura le championnat canadien. Hem, j'ai l'impression que c'est très, très tard. C'est très, très tard, mi-avril pour débuter, et surtout que si je comprends bien, le nombre de matchs reste le même. Donc là, on reste mhm. toujours avec 34 matchs à caser, avec 2 semaines en moins, et des fenêtres internationales à considérer. Je trouve que c'est très ambitieux de la part de la ligue, et là, on n'a pas un tournoi qui permet d'avoir plusieurs matchs en 3 jours, comme c'était le cas, l'an passé à Orlando, en Floride. Ouais, en même temps, avant le tournoi, entre mars puis le mois de juillet, il n'y avait pas eu de match. Fait que là, tu vas être capable d'en caser quelques-uns quand même. Pour un calendrier, on l'espère, ou du moins c'est ce qu'on a comme ambition du côté de la MLS, toujours 34 matchs comme tu viens de le dire. 34 matchs qui vont pour la plupart, en tout cas pour une bonne partie, vont se jouer aux États-Unis. Parce que quand on regarde les Whitecaps de Vancouver, là, on pense qu'à moins que ça ait changé depuis, là, mais on pense qu'ils vont s'installer à Salt Lake City, au domicile du Real Salt Lake. Ben, on s'attend à ce que ce soit la même chose pour le CF Montréal. Et c'est la raison pour laquelle on a décidé de faire un camp d'entraînement presque exclusivement à Montréal et exclusivement au Canada. Oui, ça c'est clair que l'un des sous-messages de Don Garber a été, de faire comprendre que les équipes canadiennes vont se délocaliser. On peut quasiment oublier les formules type, champion mini-ligue canadienne comme on a eu, l'an passé. On souhaite que, ces équipes-là, étant donné qu'ils seront installés aux États-Unis, pourront, avoir un calendrier, régulier, avec, vraiment la même distribution d'adversaires. Ça
C'est quand même une surprise, je trouve que c'est quand même une surprise et je pense que c'est aussi une conséquence du recrutement d'Olivier Renard, mais c'est aussi un paramètre à prendre en considération lorsqu'on va faire l'évaluation des joueurs. Là, on a des joueurs qui seront vraiment dans des environnements enfin, quand je pense par exemple au cas d'Ibrahim, au cas de Damdi, genre comme, même au cas de Johnson, des joueurs qui débarquent dans un nouveau club et qui sont même pas dans la ville où ils vont être installés à huis clos aux États-Unis, on est très loin peut-être de la proposition qui leur a été faite. Donc je trouve ça assez, assez particulier. C'est pas en recherche d'excuses pour les futures performances, mais c'est un défi. C'est un défi qui sera supplémentaire pour le CF Montréal. Et puis peut-être même qu'il faudra peut-être s'habituer à ça tout le long de la saison. Je ne vois pas pourquoi on pourrait considérer que Montréal jouerait à domicile versus Toronto versus Vancouver dans cette Mmh. configuration-là. Comment tu entrevois les décisions prises par le CF Montréal quant à l'endroit où on s'installe aux États-Unis? Parce que les Whitecaps de Vancouver ont fait presque tout leur séjour aux États-Unis l'année passée à Portland. Là, on décide de s'en aller du côté de Real Salt Lake, donc on reste quand même plus au nord. Toi, dans ta tête, est-ce que tu retournes à Hoboken, au New Jersey, ou est-ce que tu te dis, regarde, là, si on sait dès le départ qu'on s'en va pour une période aussi longue que ça, on va aller à quelque part où peut-être qu'il fait plus chaud en début de saison, peut-être qu'il y a plus de, ben, plus de facilités, plus d'infrastructures, excuse-moi, qui nous permettent de vraiment bien s'installer. La Floride, par exemple, je sais que d'un point de vue COVID, c'est pas idéal, mais si tu as une bulle qui est respectée, as-tu l'impression qu'il y aurait des avantages, même s'il y a l'inconvénient d'avoir à voyager plus loin, mais est-ce que les avantages potentiels pourraient faire en sorte que ce serait une bonne destination, à ton sens, pour le CF Montréal? Je suis tout à fait d'accord avec toi. Déjà, pour reprendre au début, c'était pas f c'était même si ça a été re ils ont été très reconnaissants de la part des Red Bulls d'avoir donné leur installation. Ils se sont jamais sentis à domicile et les résultats sur le terrain l'ont montré. Il y a jamais eu un avantage particulier. L'équipe a une fiche, plutôt, plus ou moins similaire, à l'étranger, par rapport à domicile. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui ne marchait pas tant que ça finalement, au New Jersey, qui était pratique dans l'option que ben, s'il y avait 3-4 jours, on pouvait toujours revenir aller à Montréal. Si on Oui, sort de cette configuration-là, à ce moment-ci, ben, oui, et, une destination comme la Floride, bon, ça a l'air fou, comme c'est un des épicentres du Covid, mais dans un cadre de bulle et bien contrôlé, je pense que ça avait beaucoup plus de sens pour le bien-être des joueurs de s'y retrouver là-bas. C'est pas pour rien non plus que la plupart des préparations, des camps de pré-saison de l'Impact de Montréal se faisaient du côté de la Floride. Donc, pour moi, ça fait beaucoup plus de sens. Lorsqu'on oublie l'option montréalaise, je crois que un des gros avantages d'être dans la région de New York, c'est la proximité avec Montréal et ce qui a ouais. permis à plusieurs reprises de rentrer pour les joueurs. Ouais, mais en même temps, est-ce que 2 heures de plus, puis là, j'oublie, là, une fois que tu es dans les airs, c'est combien de temps? C'est quoi, 2 heures de plus aller en Floride, pour voyager? Quand tu es dans des Oui. vols nolisés, est-ce que c'est vraiment à ce point-là plus lourd d'être 2 heures dans les ch tu sais, je Ah, sais pas, je pose la question, là, je mais tu rentreras pas. C'est comme normal, ben, donc en tout cas dans le scénario que je me fais de la saison, ils vont rester très longtemps aux États-Unis. Ils vont rester sur des périodes beaucoup plus longues. Je crois qu'il y avait le fait que dès qu'il y avait une possibilité de 4-5 jours, il y avait toujours la question: «Vont-ils revenir à mmh Montréal? Vont-ils revenir à Montréal? Ah ouais, bah là, ils ont gagné contre Miami. Ah, ils vont aller à Montréal, ça va leur faire du bien». Je crois que là, on oublierait complètement ce cas de figure-là, avec un établissement, en Floride. ouais, mais là, si tu fais ça, hein, je pense à Samuel Piette en ce moment, qui a, un enfant depuis le milieu de l'année passée. Tu fais quoi? Tu t'en vas là, en tout cas, ça va être vraiment intéressant à suivre. Écoute, on va avoir l'occasion d'en reparler au cours des prochaines semaines. Passons maintenant à notre segment en temps additionnel. Manchester City, là, passe quoi avec, Manchester City en ce moment? La Premier League est fascinante à suivre cette année, hein? C'est quoi, je sais pas, c'est une semaine, c'est une équipe, l'autre semaine, c'est l'autre. Leicester au top, Liverpool au top, Liverpool qui plonge. Jürgen Klopp d'ailleurs, as-tu vu ça? Qui se fâche après un journaliste. As-tu vu passer cette vidéo-là? Heu, C'était cheap un peu oui. venant d'un gars qui est tellement généreux, tellement gentil, qui commence à faire la leçon à un journaliste en lui disant: «Tu viens de brûler une des questions avec une question stupide, tu en avais juste 2». Avant de parler de Manchester City, peut-être un commentaire là-dessus?
Ouais, Klopp qui fait du Mourinho, et Mourinho dit souvent si on jugeait Klopp comme vous me jugez sur les lignes de touche, je pense qu'il serait suspendu plus longtemps. Mais c'est lourd cette saison-là, c'est lourd. À titre personnel, pour vous montrer à quel point c'est lourd cette saison-là, Klopp ne peut pas assister aux funérailles. Sa mère vient de décéder et il n'a pas la possibilité de pouvoir assister, à ça. Je trouve ça c'est fou. Au début, il y a le fait que l'Allemagne refuse que Liverpool vienne jouer que Leipzig. Le match va être Mmh. décalé. C'est une saison qui est complètement folle et qui, finalement, oui, lorsque les résultats ne sont pas dans le sens, comme pour Liverpool, qui vient depuis quasiment, depuis la première semaine avant Noël, de tout perdre. C'est vrai que bah, ça peut se refléter sur ces comportements-là en conférence de presse. Donc on voit que c'est pas juste ici que parfois c'est un peu tendu entre les journalistes et le coach. J'ai aucune idée de quoi tu parles. Relance-moi pas là-dessus, s'il vous plaît. Parle-moi de Manchester City après. Manchester City, moi, ce que j'aime, c'est d'habitude, tu sais, en tant que supporter, les gens ont l'habitude de penser que les matchs en main sont des matchs gagnés. Donc c'est toujours drôle, ils font toujours les Hein, calculs en disant: «Bon, on a 2 matchs en moins, 3 matchs en moins, ils sont gagnés». Et ben, dans le cas de Manchester City, c'était le cas. Oui, ils ont été très mmh. longtemps, une équipe qui, n'était pas à la place qu'ils devaient être sur le classement de la Première Ligue, parce qu'ils avaient des matchs, en main, et ils ont fait, un carton plein, depuis, la 3e semaine de novembre, en enchaînant 9 victoires. Et ce qui était très drôle aussi, c'est que bah, c'est tous des adversaires qui étaient en dessous de 500, pour reprendre un langage de hockey, mais ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. C'est vraiment de gagner, gagner, gagner. Et donc là, ils sont sur la plus grande séquence de victoires de l'ère Guardiola. Donc c'est drôle parce qu'il a quand même coaché Bayern Munich et coaché Barcelone. Mais City a fait la job. Contre des équipes n'ont pas perdu de points, parfois qu'on peut dire des points stupides, contre des adversaires qui leur sont largement à leur portée. Mais surtout, ce que j'ai apprécié de la part de Manchester City, c'est la manière. Ils sont maintenant la meilleure défense de Première Ligue, et ça, on m'aurait dit ça il y a quelques temps, j'aurais pas cru, tellement la défense de City elle a toujours joué des tours, et quasiment, je pense, 800 millions ont été investis sur les différents défenseurs centraux et latéraux depuis l'arrivée de Guardiola. Ouais, 800 millions. Quand on parle de 800 millions ici, c'est pour parler du toit du stade, à Manchester City, c'est C'est pour pour les parler de la latéraux. défense. C'est fascinant. La Ligue des champions, évidemment, là, on va commencer à suivre ça avec beaucoup d'attention. Ça va reprendre au cours des prochaines semaines avec, un Neymar, nouveau contrat, pas nouveau contrat, prolongation de contrat en poche, qui va, certainement trouver ça, hem, stimulant, avec une belle affiche qui s'en vient pour le prochain tour de Ligue des champions. Oui, hein, c'est l'affiche, hein, des 16e de finale entre Barcelone et Paris Saint-Germain, 2 équipes ennemies qui se ressemblent un petit peu, qui sont très éloignées en même temps. C'est fascinant la dynamique qu'il y a eu entre ces 2 équipes sportives depuis quasiment 6 ans, où ils ont commencé à se retrouver en phase de groupe. Et là, on a ce fameux choc entre les deux, et parfois je me demande même qui a le plus à perdre de cette confrontation. Mais Neymar, hein, qui fait de l'appel du pouce pour Messi, pour qu'il signe à Paris Saint-Germain après bon, son contrat qui semble expirer à Barcelone. Euh, une belle affiche, très belle affiche, vraiment, vraiment hâte de voir l'affrontement entre Koeman et Pochettino, de voir aussi voilà, tous ces joueurs à ce niveau-là. Et c'est certain que on aura toujours la fameuse remontada en tête du côté du Paris Saint-Germain. On aura aussi l'envie d'effacer le 8-2 du côté de Bayern, du côté de Barcelone versus Bayern. Donc voilà, 2 équipes qui ont beaucoup, beaucoup à jouer. 16 février, donc un petit peu après la Saint-Valentin, donc un beau cadeau pour tout le monde. Et non, j'ai hâte, j'ai hâte. Je veux, que tu te mouilles un peu. Moi, je vais le faire avant, comme ça, tu auras pas d'excuses pour pas le faire. Tu demandais, parce que la question est super intéressante, qui a le plus à perdre dans ces 2 équipes-là? Pour moi, c'est le Barça. Je sais que ce serait un gros coup pour le Paris Saint-Germain, mais le Barça, avec ce qu'on a vécu au cours des derniers mois, la saga avec Messi, le fait que Neymar fait un appel, du pied pour Messi au Paris, Saint-Germain, Neymar qui vient de signer un nouveau contrat, puis là, élimine le Barça en ronde des 16 de, tu sais, je veux dire, ce serait terminé, là. À partir de là, moi, j'ai beaucoup de difficultés à voir comment il n'y aurait pas, sachant que Messi, déjà l'année passée, était pas content, la direction sportive s'en allait tout croche un peu avec un Ronald Koeman qui est encore
beaucoup de travail à faire, j'en conviens, mais ce serait quand même considéré un échec, même si c'est face au Paris Saint-Germain d'être éliminé. Je répète, les 2 ont beaucoup à perdre, mais pour moi, il y a comme quelque chose qui s'effondre, puis tu abandonnes l'espoir d'être capable de le reconstruire si c'est le Barça qui perd, non? Oui, c'est, je suis ta lecture, mais j'ai l'impression que de toute façon le chemin est très long pour le Barça, jusqu'à Mmh. mettons, les demi-finales qui seraient, le standard minimum pour qu'on pense que ce soit une bonne saison. On a discuté la semaine passée, l'Atlético, est vraiment très, très loin devant et je pense qu'il ne sera pas rattrapé en Liga. Donc, c'est que ce sera compliqué pour le Barça et j'ai plus l'impression que c'est Paris Saint-Germain qui doit valider sa finale de l'an passé, qui doit montrer qu'ils sont vraiment à un autre statut. Une élimination en huitième de finale dans le cadre des négociations justement c'est pas encore signé pour Neymar, c'est surtout pas encore signé pour Mbappé. Je pense que ça renvoie, le Paris Saint-Germain dans le deuxième chapeau de ces grands clubs, européens et je crois qu'eux, finalement, ils ont beaucoup à perdre pour valider le nouveau. Si tu n'arrives pas à battre ce Barça, parce que c'est, je pense, factuellement le Barça le plus faible des 10 dernières années, Mmh. ce sera compliqué de montrer que tu as passé un nouveau palier. Non, c'est vrai. Dans le fond, sportivement, puis en t'écoutant, là, je réfléchis à voix haute un peu avec toi. Sportivement, tu as tout à fait raison, c'est probablement plus le PSG, mais en termes de ligne directrice de où le club s'en va, j'ai l'impression que c'est un coup fatal, là. Tu sais, à un moment donné, si tu t'es pas encore rendu à l'évidence du côté du Barça que Mmh. il faut tout, revamper, il faut tout reconstruire, ben, un échec face au Paris Saint-Germain, même si sur papier, tu l'as dit, c'est peut-être une équipe qui a le plus à perdre sur, la surface de jeu. Moi, je pense qu'en termes de storyline, dans le fond, là, en termes de OK, là, on se retrousse les manches et on part de zéro. Je pense que ce serait la réalité du Barça, alors que du côté du Paris Saint-Germain, les mauvaises langues, tiens, je vais me mettre dans cette catégorie-là, diraient ben, c'est juste un autre échec en ronde des 16. On a fait la finale l'année passée, mais on est habitué, on a déjà vécu ça. On a donné dans les échecs en ronde des 16. Bon, on passe à nos sujets chauds, Sid, parce que je le disais tantôt, on a plusieurs questions qui nous ont été posées. On va essayer d'en passer un maximum, en commençant par la question de Monsieur Foot qui demande qui seront les cadres dont le CF Montréal a besoin cette année. Bref, les nouveaux leaders de cette équipe-là. Parce qu'on se souvient que l'année passée, les trois capitaines, là, je compte même pas les Rod Fanny, les Boyan, les Saphir Taider, les trois capitaines, c'était Evan Bush, il a été échangé en milieu d'année 2020. Yuka Raitala vient de partir ailleurs en MLS et Samuel Piette, lui, qui est toujours là. Mais les cadres de l'effectif que tu vois pour 2021, ce serait qui? Alors, nouveau, pas forcément dans le fait qu'ils soient des nouveaux joueurs, mais je pense qu'il y aura une plus grosse affirmation de Kyoto, Wanyama et Piet, qui, pour moi, seront les trois hommes forts de Thierry Henry, qui s'ils performent à leur niveau, ou même dans le cas de Piet, qui peut encore passer un cap supérieur, en termes de caractère, de leadership, de personnalité, tu sais, ils sont à la fois inclusifs et aussi à la fois, tu sais, ils ont des grosses épaules sur lesquelles on peut s'appuyer pour avancer. Donc pour moi, ce sera les trois hommes de base de Thierry Henry. Maintenant, ben, on espère que du caractère Kiki Strona va en apporter. Ouais. On espère que parmi les jeunes, que Mihalovic va apporter du caractère peut-être dans le jeu, une capacité de prendre le jeu à son compte et d'assumer un rôle de numéro 10 et que donc je pense que tout ça va permettre, et puis même les jeunes, des jeunes qui ont beaucoup à prouver, que ce soit que tantôt je parlais d'Amdi, je parle d'Ibrahim, on peut même parler de Broguillard, de Basson, on sent quand même une fougue chez lui. Donc tout ça va permettre à Thierry Henry d'avoir un club un peu plus méchant, si je puis dire, et qui a voilà, donc comme je pense qu'il y a quand même une statistique qui était importante sur l'ensemble de la saison. Une seule fois, l'équipe est revenue de l'arrière, de Mmh. toute la saison. Ça, c'est quand même des indicateurs qui sont assez, inquiétants et on a besoin d'une équipe qui, voilà, une fois qu'elle est un petit peu parfois, dans le trou, de pouvoir, avoir des gens qui disent: «Hey, on se relève, on y va» et donc voilà. Et Kiki Strona, pour moi, là, c'est vraiment le gars que j'ai hâte de découvrir. Un, sur le terrain, voir ce qu'il peut donner parce que je ne sais pas ce que tu en penses. Pour moi, en ce moment, sur papier, là, si tu commences avec une défense à 4, ben, c'est lui qui est à côté de Louis Bings. Rudy Camacho serait le troisième. Tu as le droit d'être en désaccord, tu me le diras après, mais
c'est surtout ce qu'il va apporter comme personnalité qui peut être un gros plus. Parce que souviens-toi, à l'époque, Laurent Simon, là, il y a un paquet de défauts, Laurent Simon, mais quand il était là, tu sentais qu'il y avait une énergie qui se dégageait, qui n'était pas toujours positive, mais au moins il t'apportait quelque chose qui faisait que le statu quo était rarement accepté. Et je pense que c'est ça que tu cherches, une étincelle. Puis à quelque part, ça peut être contre-productif aussi parce que c'est une énergie qui peut faire en sorte que des fois, ça dérape, ça déraille parce que les émotions, la personnalité prend le dessus. À quelque part, tu as besoin de ça aussi pour te faire passer au prochain niveau parce que juste des joueurs cérébraux qui font leur travail sans plus, qui ont du ballon dans les pieds, mais après, qui n'ont pas un petit facteur X, comme on espère Kiki Struna capable d'apporter en termes de leadership en défense centrale, ben c'est pas long que tu peux refrapper un mur à nouveau. Oui, oui, puis de son profil, quelque chose qui étouffe aussi beaucoup les équipes, ce sont les longs ballons. Comme être fragilisé, dans les longs ballons et dans les duels, c'est quelque chose qui pèse beaucoup sur un collectif et avec Struna, à défaut de pas avoir forcément la relance de Camacho, Mhm. on a cette présence physique, qui faisait du bien et qui a fait du bien quand Simon était au top, quand Fanny était au top, quand Nesta était au top. On a toujours besoin de personnes qui te rassurent défensivement, qui te permettent de pouvoir encaisser la pression adverse et surtout, j'insiste, peut-être qu'à défaut de trouver un meilleur mot que méchant, on a besoin que cette équipe-là, parfois, gratte les chevilles, cette équipe-là comme montre qu'elle est présente. On a eu beaucoup de joueurs qui étaient un petit peu à l'image de leurs meilleurs joueurs, de Boyan, un peu lisses et qui parfois se laissaient un petit peu, voilà, aller par les événements sans cet esprit de rébellion dont ils auront besoin, sans ce caractère qu'ils auront besoin pour aller chercher des résultats durant toute l'année. Un autre facteur important, ça va être le ou les gars qui vont jouer derrière cette ligne de défense-là. Il y a Thomas Villeneuve, justement, qui nous pose la question sur James Pantemis avec la prolongation de contrat qu'il a signé au cours des derniers mois, avec ses prestations. Il a joué 3 matchs de championnat en MLS la saison dernière quand Clément Diop a dû rentrer pour des raisons personnelles en France. Thomas nous demande, est-ce que vous avez l'impression qu'il va avoir des responsabilités plus importantes en 2021? Alors l'impression, non, puisque, lorsque justement il y a eu ce hiatus de Clément Diop, ensuite Clément Diop est revenu, devant les filets, puis on n'a pas revu Pantémis. Maintenant, je pense que c'est un très bon signal, cette prolongation de contrat et j'espère qu'on a regardé un petit peu dans l'histoire, de la gestion de Maxime Crépeau, du côté Ah du ouais. CF Montréal, car il faut absolument, sachant que Clément Diop, c'est sa dernière année de contrat et qu'il y a de grandes chances qu'il ne soit plus, dans les plans pour la suite. Il faut absolument pouvoir l'installer, James Pantemis, que ce soit pour 10 matchs, que ce soit pour que lorsque en 2022, on aurait sûrement l'envie, d'en faire le numéro un, que ce soit pas une interrogation, pour tout le monde, pour tous les observateurs. Donc il y a pas j'ai pas vraiment de signaux qui me font penser, qu'il sera numéro un ou quoi que ce soit. C'est plus un espoir dans une gestion, voilà, d'un joueur formé au club et qui, selon moi, coche toutes les cases d'un bon gardien de MLS. Ouais, mais il faut aussi, je pense, calibrer ou définir c'est quoi des responsabilités supplémentaires parce que, à mon sens, il y en a davantage James Pantemis en commençant. Déjà, il est le numéro 2 indiscutable. Je pense que Clément Diop, pour moi, il y a Oui, aucun doute. C'est lui qui va commencer comme numéro un. Mais l'année passée, tu avais Evan Bush entre James Pantemis oui, et ton gardien numéro un. oui, bon Et point. l'autre chose, c'est que Clément Diop, pour moi, il est numéro un. Il va être numéro un, c'est clair. Mais je pense pas que c'est clair, tu l'as dit, si on misait sur lui all-in, il y aurait déjà un contrat pour 3 ans, là. À l'âge qu'il a Clément Diop, sachant que maintenant sa valeur a augmenté avec la dernière saison qu'il a connue, parce que c'est une saison correcte, il est numéro un maintenant, tu dépends de lui un petit peu plus, tu pourrais lui offrir un contrat, puis tu ne payerais pas la totale comme tu as été obligé de le faire avec Evan Bush, parce que Bush, tu l'as payé pour quasiment 10 ans de service rendu où tu l'avais à rabais quand il était numéro 2 ou en train de se prouver comme numéro un dans la ligue. Là, dans un club où tu as un directeur sportif qui était gardien de but dans sa carrière de joueur, tu n'as pas prolongé encore le contrat de Clément Diop. Moi, je pense que tu es en train de lui dire voici la corde. Ta corde, ben, tu peux la prendre pour te sortir de l'eau ou pour te pendre. C'est un des deux. Et c'est là où je pense que les responsabilités supplémentaires de James Pantemis, c'est d'être prêt parce que moi, je pense qu'on a identifié les lacunes de Clément Diop. Sur les centres, là, je suis désolé, il n'y a personne qui va me faire à croire que Clément Diop est
à un niveau suffisant pour contrôler la surface de réparation dans les airs. Au niveau des arrêts, là, il est un des tops de la ligue. Relance au pied, ça fonctionne, il n'y a aucun problème avec ça, surtout avec les exigences de Thierry Henry, mais dans les airs, ça ne fait pas la job et il y a beaucoup d'équipes en MLS qui ont été capables d'en profiter l'année passée. Donc, c'est là que j'ai hâte de voir. Moi, je pense que la mèche va être pas mal plus courte pour un gars comme Thierry Henry, Olivier Renard ou Rémi Vercoute, parce que tu l'as dit, si on sait qu'on a une décision à prendre au mois d'octobre, au mois de décembre, mettons, là, à la fin de la saison, ben, tu vas avoir des réponses. Là, tu as eu 3 matchs l'année passée. Tu ne peux pas faire 34 matchs pour finalement dire James Pantemis, on ne l'a pas vu en 2021, mais on va y aller avec lui l'année prochaine parce qu'on n'est pas satisfait de Clément Diop. Moi, je suis convaincu que James Pantemis va jouer des matchs cette année, que ce soit pour donner un petit peu de rotation à Diop parce que mentalement, il a été fatigué l'année passée aussi, ou pour le préparer pour l'an prochain. Donc, en gros, moi, oui, j'envoie des responsabilités supplémentaires pour James Pantemis en 2021. On y va maintenant avec une question de Paolo qui nous amène du côté de l'Europe et il nous demande, avec les résultats des dernières semaines, est-ce que le poste de Mourinho est en danger? Ah, c'est une excellente question. Le problème de Mourinho, c'est qu'il a une finale, en poche. Et donc, Tottenham qui est en finale de la Carabao Cup contre, Manchester City et qui pourrait, bon voilà, pour la première fois depuis 2000, de 2003, j'hésite le dernier trophée de City, de City, de Tottenham, j'hésite, quand est-ce que qu'ils l'ont eu. C'était encore une League Cup d'ailleurs. Donc je C'était pense la que de du Curling côté de Cup. du OK, la Carling, comme l'année, bah, en tout cas, ça fait longtemps du côté de Tottenham. Donc je pense que pour Lévy, il y a en tête de cette finale-là, ce trophée potentiel, mais je crois que les attentes étaient largement supérieures, au niveau du classement. Aujourd'hui, Tottenham, même s'ils ont un match en moins, je pense qu'ils sont 7e ou 8e, du classement de la première ligue. Ils sont quand même assez loin de Liverpool, qui est 4e en ce moment, et qui est la dernière place qualificative et on se dit que bon, beh, ils restent, dans le jeu, en dessous d'un Liverpool, en dessous d'un Leicester, en dessous de United et en dessous de City. Donc, comment aller chercher cette 4e place? C'est compliqué. Donc sans Europe, sans Ligue des Champions, encore une fois, ce serait un constat d'échec parce que je crois que, c'était pas du tout ça qui était prévu, pour, du côté des Spurs. Mais avec cette finale-là et peut-être un titre à la clé, je pense qu'il s'est peut-être acheté une année supplémentaire, José Mourinho. Donc je suis quand même personnellement assez déçu, hein. Je pense que voilà, le documentaire, All or Nothing, m'a vendu beaucoup de rêves, mais je suis un peu déçu de cette année des Spurs. Ben, c'est intéressant que tu soulignes ce documentaire-là parce que c'est de ça que j'allais te parler. Souviens-toi, c'est un documentaire qui nous présente la période où la pandémie éclate, puis Daniel Levy parle de la réalité financière, de ramener des revenus, des gens dans un stade qui est flambant neuf, puis là, on n'est pas capable de le remplir comme à l'habitude. Et vois-tu vraiment un salaire à la José Mourinho qui est payé dans le vide parce que tu le remercies? Tu sais, il y a ce Mais facteur-là aussi. Je pense que heu, Si c'est un je pense que c'est un homme d'affaires assez avisé et quand même ça fait je pense déjà 2 fois que ça arrive à José Mourinho de signer des gros contrats et de se faire virer, au bout de 18 mois environ, après sa fameuse 2e année d'ailleurs plutôt, et ça ferait quand même quasiment un joueur de haut niveau que tu pourrais payer avec le salaire de Mourinho et que tu devras lui donner alors que c'est plus ton coach. Vaut mieux l'investir sur Mourinho, lui laisser, toujours lui laisser les clés. C'est décevant, c'est certain, c'est décevant, mais c'est pas non plus irrécupérable. Encore une fois, on voit comme une forme de Kane dépendance du côté des Spurs. Il a fait son retour, cette fin de semaine. Tout de suite, on a vu des différences. Bon, il y a eu un spectacle, un feu d'artifice 5-4, hier entre Everton, et les Spurs, mmh mais je pense quand même que, ce serait une erreur, de le renvoyer dans un contexte économique et surtout que c'est pas certain qu'un coach ferait finalement, si mieux que ça, avec les Spurs. Avant de passer à la question de Charles, pour ceux qui nous regardent en mode vidéo, oui, vous avez remarqué que j'ai commencé au Stade Saputo, j'ai fait la moitié de l'émission au Parc des Princes, puis là, je suis rendu au pub. Je pense que Alex, à la technique, d'ailleurs qu'on salue, qui fait une job extraordinaire, mais Alex est en train de nous envoyer un petit message ou peut-être d'envoyer un petit message à François Legault. On peut être déconfiner, s'il vous plaît, aller faire un tour au pub, ce serait le fun. Mais c'est vrai que c'est le genre de conversation qu'on a au pub d'habitude. Justement, la question de Charles Martel, on reste du côté de l'Europe. En restant à l'Inter, en se faisant attaquer par Conte
sur son manque de but et en étant laissé de côté contre la Juve, est-ce qu'Alexis Sanchez est un joueur fini en club? Du moins, c'est la question de Charles. Ah, c'est une question très technique, parce que le en club, montre sa connaissance du joueur Mmh. qui est transcendé avec l'équipe du Chili habituellement, même si je pense que cette génération-là est arrivée avec les Vidal et autres, est arrivée, à terme. Mais, Mmh. Sanchez, je pense qu'il est fini depuis sa Arsenal. dernière saison d'Arsenal où Mmh. c'était très, très compliqué, où il y a eu cet échange avec, Mkhitaryan. Super échange où les 2 équipes ont fini perdant. Donc là, ça, c'est vraiment un nouveau type d'échange et on a, du côté de c'était compliqué du côté de United, lorsqu'on pensait peut-être qu'il serait relancé à l'Inter, qui est une espèce de parfois quand on se demande où un ancien bon joueur joue, en fait, il se retrouve à l'Inter. Donc, c'est un petit conseil pour les pop quiz que vous ferez sur le soccer. Mais c'est vrai que, il semble c'est un petit peu comme je ferai le parallèle avec Wayne Rooney dont on a parlé à l'émission il y a 2 émissions. Il a 32 ans, mais c'est pas un 32 ans, Non. régulier. C'est en termes d'années soccer, il a sûrement 37 ou 38 ans, notre Alexis Sanchez. C'est des joueurs qui donnent beaucoup dans leur style, qui ont commencé très jeunes aussi et qui sont, voilà, aujourd'hui, cramés. Et ça paraît maintenant en termes de motivation aussi. Peut-être que le jeu de Conte ne le satisfait pas. C'est comme un coach assez spécial, hein, je pense qu'il y a plus d'expulsions que même la part de ses propres joueurs. Hem, Puis bon, bah, ceci explique cela d'un point de vue de Sanchez, mais je crois vraiment que c'est sa dernière, pige au très haut niveau, hein. L'Inter est encore dans la course pour le scudetto, donc à voir, pour lui. Je trouve le parallèle super intéressant, Sid, avec Wayne Rooney. J'irais même un pas plus loin parce que Wayne Rooney, quand il s'en allait en sélection nationale, il s'en allait pas trop loin. Là. Tu vas peut-être en Russie une fois de temps en temps, mais Alexis Sanchez, à toutes les fois qu'il y a des matchs internationaux à jouer, ben, il s'en va en Amérique du Sud, il s'en va au Chili, il faut qu'il revienne par la suite. Juste ça, dans une saison, c'est hyper usant pour un gars qui s'en va pas juste avec son équipe nationale, rester sur le banc comme remplaçant en attendant que les autres s'époumonne sur le terrain. C'était lui le meneur, c'était lui le cœur de cette équipe-là avec son équipe nationale, en plus de ce qu'il faisait en club. Donc, tout à fait d'accord. Début trentaine, mais c'est plus un fin trentaine pour d'autres joueurs avec tout le millage qu'Alexis Sanchez peut avoir dans les jambes. Il y a aussi le facteur, parce que je partage 100% ton opinion, sur la fin de son passage à Arsenal. C'est là que tout a déraillé. Puis à quelque part, on s'est mis à se dire qu'il y avait peut-être plus de problèmes que d'avantages à avoir Alexis Sanchez dans son effectif, à commencer par le salaire. À l'époque, c'est pour ça qu'on Salaire, avait décidé de faire un échange. Et il y avait un certain Mesut Özil, hein, qui était content, lui, de cet échange-là, parce qu'il était capable d'aller cogner à la porte du boss puis de dire: «Hey, serais-tu capable d'avoir de l'argent qui va me faire passer pour un héros le jour où vous allez vouloir congédier votre mascotte? Moi, je vais sortir sur les médias sociaux et dire que je paye son salaire. Comme ça, je vais avoir l'air de Mère Teresa, mais je vous dirai pas tout le reste qui reste dans mon compte de banque.» Ça, c'était ma parenthèse Mesut Özil, comme j'en ai à peu près à tous les 3 mois. Mais Michael Forcier maintenant nous ramène dans le giron j'allais dire du CF Montréal, plus près encore du stade Saputo. Quels sont les constats qu'on peut tirer de la manifestation des ultras qui a eu lieu au cours des derniers jours? Les ultras, évidemment, qui, euh, euh, qui partagent leur mécontentement avec les nouvelles des dernières semaines, des derniers mois. Un rebrand qui passe toujours pas. On veut revenir au nom de l'impact. On s'est déplacé au stade Saputo pour publiquement témoigner de notre mécontentement. Oui, c'est un message, important, mais surtout dans le format, c'était d'avoir des gens, des vrais gens. C'est pas juste des réseaux sociaux, c'est pas juste des likes, des tweets et cetera. On a voulu incarner, ce désaccord avec, le choix qui a été pris, par le CF Montréal et je pense que c'est important, pour eux voilà, de changer un petit peu, de cassette. Les pétitions, ça vaut ce que ça vaut, mais c'est très facile aussi de les tasser en se disant: «Bon, ce sont des gens sur les réseaux sociaux et cetera, c'est pas le vrai monde», ce qui est complètement fallacieux comme argument, mais en ayant une manifestation et en montrant, cet attachement-là avec, voilà, des messages, hein, qui ont été faits, ça change un petit peu, voilà, ça change un petit peu la donne. Maintenant, la réponse du club, a été très ferme, si je puis dire, et on voit qu'il y a pas de retour en arrière qui est prévu, de leur part, et je pense que ça peut d'une certaine manière un peu quasiment
fermer la parenthèse, même si je sais que je vais fâcher beaucoup de monde en disant ça. Mais on voit quand même, de plus en plus de personnes qui, montrent une forme d'exaspération par rapport à cette décision-là, parce que ça fait quand même un mois, hein, maintenant, Mmh. et qui, aussi de plus en plus de personnes qui s'affichent avec les nouvelles couleurs, et je parle pas d'influenceurs ou autres, hein, je parle de Ouais. supporters. Donc il y a voilà, et donc il y a surtout une envie, un peu aussi avec la conférence de presse d'Olivier Renard de lundi, de parler de foot, Mmh. surtout, de parler de terrain, surtout, et peut-être de donner une chance aux coureurs. Peut-être qu'on aura encore le débat dans quelques mois, hein, et c'est tout à fait normal, mais voilà. C'est tout à fait, légitime de vouloir, partager, témoigner son mécontentement comme ça. Moi, il y a 2 choses, que je retiens de cet événement-là. Premièrement, je pense qu'il faut se rendre à l'évidence, même si plusieurs le souhaitent encore, il n'y aura pas de marche arrière de la part d'un club qui a fermement pris la décision de faire un rebrand, de prendre une nouvelle direction. Puis, c'est pas le bruit qui est fait, que ce soit au stade ou, sur les médias sociaux, qui va forcer une marche arrière comme celle-là. C'est mon opinion, mais c'est ce que je constate avec, comme tu l'as dit, les réponses venant du club. Et la deuxième chose, c'est là où je me gratte la tête un peu. Cette démonstration-là, là, moi, je trouve qu'il y a quelque chose de sain à quelque part là-dedans. Moi, tu le sais, j'ai toujours dit, le rebrand, j'étais pour. Est-ce qu'il y a des affaires dans ce rebrand-là, des images, des concepts qui ont été utilisés qui me parlent moins à 100? Est-ce qu'il y a des affaires qui auraient dû être mieux communiquées à 100? Mais le rebrand, à la base, changer de nom, moi, je suis d'accord avec ça. Ceci dit, c'est bien que des gens se sentent à ce point-là attachés et sentent le besoin de se déplacer au stade pour témoigner de ce mécontentement-là, comme je le disais, mais on n'est pas 3 semaines trop tard. Tu sais, j'ai vu cette démonstration-là passer, puis j'ai fait: «Mais pourquoi là?» Tu sais, la balloune a dessoufflé, là, quelque part dans l'opinion publique. Si tu voulais faire du bruit, il me semble que c'était dans la foulée de l'annonce, c'était au moment où ça s'est fait. Là, il y avait du momentum, alors que 3 semaines plus tard, j'ai l'impression que OK, c'est pourquoi là? Oui, je sais pas si c'est des questions d'organisation, ou c'est peut-être une constatation que les actions qui ont été posées, précédemment n'étaient pas On vient suffisantes. d'aimer. Mmh. Et donc il fallait passer à une étape supérieure. On sait qu'il y a pas de match avant un petit moment, donc il y a pas cet espace qui est les tribunes, qui est souvent l'espace, privilégié pour l'expression des supporters. Donc je sais pas si c'est plus une question de timing, ou aussi de voir quand même que le club est resté dans un certain mutisme durant toute cette période. Il y a eu une sortie dont on avait parlé, de Justin Kingsley à la presse, mais Mmh. peu de communication ont été faites après la tournée média, suivant le 14 janvier. Donc ça, c'est une excellente, question. C'est peut-être aussi le signe qu'il y aura d'autres actions, Mmh. le plus proche de la saison, qui vont aller. Donc c'est peut-être le début de quelque chose. Bon, en 2 questions pour terminer. Tony Bruno nous garde justement dans l'univers du rebrand. Est-ce que le rebranding raté ouvre la porte? Quand même un petit peu d'opinion dans la question dans la question de Tony. Le rebranding raté ouvre la porte à l'arrivée d'un club de CPL dans la grande région de Montréal. Si les résultats sur le terrain sont décevants, l'arrivée d'un autre club pourrait en séduire quelques-uns. J'ose croire que les 2 pourraient coexister, mais difficile de dire. Que les 2 pourraient coexister, en séduire quelques-uns. Moi, je pense qu'il faut que tu sois capable de séduire plus que quelques-uns, et c'est la raison pour laquelle, la le CF Montréal, je pense pas que tu es capable d'aller voler quoi que ce soit que ce club-là a déjà ou va aller chercher. C'est Québec pour moi. C'est clair, clair, clair que la ville de Québec, c'est la première où tu dois t'implanter, parce que ici, si la MLS est considérée comme une ligue, pour certains, de second ordre, comparé à ce que tu vois à la télévision en regardant la Premier League, la Champions League, et cetera, ben, la CPL va vivre la même affaire avec le grand frère de la MLS qui est dans la même ville. Alors que dans la ville de Québec, où tu n'en as pas d'équipe comme ça, bon, il y a le Royal Beauport qui vient de tomber en première ligue de soccer du Québec pour la première fois, ben, en fait, au cours des derniers jours. Mais moi, à Montréal, les 2, à mon sens, je ne sais pas ce que tu en penses, mais ils ne sont pas liés du tout. Et de toute façon, je continue de croire qu'à Montréal, ça a beaucoup moins de chances de réussir la CPL, si c'est bien fait, là, que dans la ville de Québec.
Moi, c'est vrai que je voyais pas forcément de corrélation entre, le rebranding, enfin réussi ou raté, du CF Montréal et l'arrivée d'une équipe, en CPL. Moi, je pense que, bah, je coupe la poire en 2. Je pense qu'il faudrait qu'il y ait 2 équipes d'ailleurs, genre comme, une dans le marché, de Québec et une aussi dans le marché de Grand Montréal, peut-être du côté de Laval. Effectivement, oui, quelques-uns ou peut-être même voire plus, vont être séduits par le projet un projet de CPL. Si il ne reproduit pas peut-être pas les mêmes erreurs, en tout cas, s'il arrive à se positionné comme un projet extrêmement, local, et qui, peut-être, est beaucoup plus attaché justement à ses partisans et autres. Et en tout cas, s'il arrive à se calquer, et faire tout l'inverse de ce qu'aujourd'hui on reproche, au CF Montréal, pourquoi pas? Maintenant, ça reste que le niveau de la MLS, globalement est, supérieur. Son attrait, son ses stars, bon, il y a quelque chose qui est quand même différent. Il faudra pas confondre. En tout cas, pour l'instant, dans la fenêtre dans laquelle on est, peut-être que dans 10 ans, la CPL ou même dans 5 aura fait une forme de rattrapage. Mais Mmh. le CF Montréal bénéficie, surtout de l'ensemble de la ligue et de l'ensemble des investissements qui sont mis dans la ligue, et que ce soit les LAFC, LA Galaxy, les, Atlanta United, de ce monde. Donc c'est vrai que c'est pas le même produit, ce sera peut-être pas pour le même type de public non plus. Je crois que tu as raison. En un, il faudrait que la CPL, soit du côté de Québec, ça c'est une évidence. Puis, bah, j'ose, espérer que, il y a la place pour un deuxième club, même, à Montréal. Ouais, en temps et lieu, par contre, parce que, tu sais, ce que tu dis, ce que le CF Montréal a pas bien fait, moi, je pense que dans le passé, tu as tout à fait raison. En même temps, sur papier, ce qu'on nous dit, c'est qu'on a l'intention de bien le faire à partir de maintenant. Là, on est encore sur la grogne des changements qui ont été annoncés, mais à partir du moment où le CF Montréal arrive à faire prendre vie à un projet qui est seulement sur papier en ce moment, ben, c'est là où ça va devenir le timing serait vraiment difficile. Si tu as un momentum positif, constructif autour d'un club qui réussit à s'organiser sur le terrain, qui prend des racines plus importantes dans la communauté à Montréal, qui se rapproche de ses supporters, de son histoire aussi, parce que on a vu plusieurs anciens joueurs afficher les couleurs du CF Montréal des anciens joueurs de l'Impact au cours des dernières semaines. C'est là où je pense que le timing, moi, si j'étais investisseur à Laval, je dirais, je vais peut-être laisser cette vague-là passer parce qu'il y a un potentiel essayer de passer la gratte et ramasser ceux qui pourraient remplir mon stade. Je vais attendre que cette vague-là passe et par la suite, je pourrais mieux évaluer. C'est pour ça que, je le répète, je vois davantage un club à Québec en premier. On termine ici avec la question de Patrick Baudouin qui nous dit deux questions en fait. Qui sera la surprise des nouvelles acquisitions du CF Montréal et est-ce que Wanyama est là pour rester? Alors bon, surprise, si je dis Johnson, je pense qu'il sera assez déçu parce qu'on s'attend à ce qu'il fonctionne bien. Mais, pour moi, je trouve que c'est un attaquant, c'est un vrai numéro 9. Ça faisait un petit moment qu'il n'y en avait pas, à l'Impact de Montréal. Il est dans la force de l'âge, il a 29 ans. Il sait comment marquer des buts. Il a quand même joué en Eredivisie. Donc s'il accepte ma réponse, pour moi, ce sera la surprise. Heu, Wanyama, de plus en plus, je pense que c'est pas forcément, un bon fit, pour le CF Montréal. Je pense qu'il y a vraiment mieux à faire avec son salaire. Je suis convaincu que je comprends ce qu'il apporte, mais en parallèle, je pense qu'on est capable de, en partie, combler son apport et surtout, avec la flexibilité budgétaire que ça pourra apporter au club, de pouvoir, mieux faire à d'autres positions. Donc, parti pour rester, peut-être que oui, mais s'il y avait une offre à la place d'Olivier Renard, je serais très, très à l'écoute, du côté de Wanyama. Tiens, je vais reprendre les paroles d'un certain Olivier Renard. Tous les joueurs sont à vendre en permanence. Pas certain que c'est comme Ouais, ça partout dans le monde, mais au CF Montréal, c'est la position qu'on a adoptée. Sid, en mode mano à mano, ça a été super agréable. Merci beaucoup. Puis bien hâte de te retrouver, mais de retrouver Jean aussi la semaine prochaine. ah Merci, oui, Sid. merci beaucoup, Oli. Merci à, merci à vous d'avoir été à l'écoute. On vous invite à nous poser vos questions sur Twitter tout au long de la semaine. Hashtag LDSF, ainsi qu'à consommer et partager notre contenu rds.ca/balado diffusion, iHeartRadio et toutes vos plateformes préférées.